Richard Kederbego reçoit Dramane Konaté. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kederbego. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, je reçois pour vous Dr Dramane Konaté, sémiologue, poète dramaturge, conseiller au ministère de la Culture, écrivain romancier. Bonjour Dr Konaté. Bonjour. C'est un retour à la maison, mais dirait-on, vous avez animé des tranches ici à Arc-en-Ciel. Oui, semble-t-il, une émission comme Mosaïque. Oui. De quoi il était question? Mosaïque, c'est une émission essentiellement culturelle qui portait surtout sur l'universalité de la culture, les cultures africaines à la rencontre des cultures des autres, occidentales comme des cultures asiatiques. Je me rappelle vraiment que c'était des moments très exaltants parce que il fallait parler, si j'ai bonne souvenance, par exemple du bouddhisme, mais aussi des mouvements spirituels et des sectes. Ils ne veulent pas ce mot-là. Et il semble que vous avez vécu une mésaventure en voulant réaliser une émission avec les Rosicruciens. Tout à fait. L'émission n'a pas pu être enregistrée. À l'époque, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Jusque-là, on n'arrive pas à expliquer cela. Hein. Le phénomène... C'est mystique. Oui, je me dis ouais, parce que ils étaient passés voir Nyama Drabo Paco, je crois qu'il était le chef des programmes à l'époque, et ils avaient dit que bon, ils souhaiteraient effectivement prendre part à l'émission, mais ils ne voudraient pas que l'émission soit enregistrée. Alors que moi, j'avais reçu des éléments sonores venant du côté de la Côte d'Ivoire et faisant état de sacrifices humains par les Rosicruciens. J'avais caché cet élément sonore-là. Et c'était du direct. Et que, en pleine émission, je puisse faire passer l'élément sonore et demander celui qui était là, si je me rappelle bien, et il était à la 10e loge de la Rose-Croix. Quand il s'est agi d'échanger autour de la question, brusquement tout s'est arrêté. Et celui qu'on avait positionné pour enregistrer l'émission, par la suite c'est du vent qui sortait. Et même en dehors de lui, il y avait un certain Mimilé, paix à son âme. J'aurais appris qu'il n'est plus de ce monde-là, un technicien. Et lui, il avait un studio. Et même à domicile, il enregistrait. Et chaque fois, les émissions de Nostradamus, c'est comme ça on m'appelait. Parce que bon, je faisais des prédictions comme Nostradamus. Et puis bon, je parlais de ces sectes, de la fin du monde, etc. Il a dit curieusement, lui, il a positionné la cassette pour pouvoir enregistrer. Et à l'époque, je crois, c'était en 91 ou 92 par là. Et que il a oublié. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, le lendemain, ils sont repassés voir Paco que nous n'avons pas été sérieux parce que ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas de cet élément-là, que c'était un tissu de mensonge sur la Rose-Croix qui faisait sacrifice notamment de filles vierges, etc., dont on buvait le sang, et que l'animateur du jour, c'est-à-dire moi, j'ai voulu forcer pour faire passer. C'est la raison pour laquelle ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Sans dire, donc ça fait rire tout le monde. Vous y avez cru, bon, c'était un incident technique, certainement. Certainement, mais quand ça se répète une fois, deux fois, trois fois, parce que en dehors du technicien de studio à l'époque, et aussi de Mimile dont j'ai parlé, il y avait un ami chaque fois qui enregistrait mes émissions. Ce jour-là, lui dit que non, que comme l'émission n'a pas commencé à temps, en fait, il a positionné la cassette pour enregistrer, mais il est parti boire juste un café à côté. Je crois que l'émission passait autour de 19h, un quart. On essayait de rivaliser un peu avec les telenovelas qui étaient là, mais l'audimat était tel que, bon, les gens étaient chaque fois branchés. Je me rappelle une fois que j'avais prédit la fin du monde en invoquant justement ce que les Écritures saintes essaient de dire, ont caché Nostradamus à révéler, comme quoi la fin du monde va intervenir en l'an 3797, si j'ai bonne souvenance, mais aussi qu'à l'approche de la fin du monde, il y aura une famine telle que les pères de famille, les mères de famille vont manger les nouveau-nés. C'est-à-dire que vous mettez en grossesse votre femme et vous attendez 9 mois pour pouvoir vous alimenter. Vous voyez ce que ça fait. C'était un peu de l'horreur. Carrément. Oui. Et quand je suis arrivé chez moi à Dapoya, jeune étudiant, je
j'allais trouver vraiment, j'allais dire des délégations, voilà, qui étaient venus, des gens venus qui me connaissaient dans le quartier et d'autres qui sont venus de très loin. Mais est-ce que ce que moi j'ai dit à la radio, est-ce que je crois ça réellement? Et comme aussi, quelque part, Nostradamus disait qu'il y aura une guerre des religions, des communautés. Voilà, et il a parlé notamment de l'islam depuis l'Irak et tout, etc. Et quand vous voyez ce qui se passe dans cette partie du monde, vous êtes amené à vous poser un certain nombre de questions. Parce qu'il a fait des prédictions, par exemple sur Hitler qu'il appelait Hitler et Napoléon. Et ces prédictions, effectivement, se sont révélées vraies. Mais est-ce que ces émissions n'ont pas eu d'impact sur vous, vous-même en tant qu'animateur? Apparemment, vous étiez aussi emballé. J'étais très emballé parce que je lisais beaucoup des ouvrages de ce genre-là. Mais il fallait ça, des émissions de ce genre pour détourner un peu ceux-là qui étaient accros aux telenovelas et tout. À l'époque, je ne sais plus, c'est de Nabéja, des trucs de ce genre-là. Et Paco a dit non, il faut qu'on trouve un moyen pour attirer l'audimat. Et c'est ce que nous avons eu à faire à travers cette émission. Vous voyez, des gens qui sont là en train de regarder des telenovelas, on vient dire que il y a quelqu'un à la radio là qui prédit la fin du monde. Ça remet tout en cause. Tout à fait. Donc la radio a eu cette puissance magique et je vous assure que après j'ai été affecté, notamment en province, mais je suis allé trouver des enseignants. Voilà. Bon, avec l'évolution, ça veut dire jusqu'en 97-98, alors que ces émissions, on les avait enregistrées dès le début des années 90. Par exemple, j'étais à Nouna, on m'a invité dans une famille et le chef de famille a passé la cassette. J'ai écouté, bon, à l'époque c'était vraiment un cassette, il n'y avait pas de CD. Voilà. Donc, et c'était ma voix, Nostradamus. Il a dit qu'il a tout enregistré. Chaque fois les émissions sur Arc-en-Ciel et portant notamment sur Mosaïque. Donc, c'est pour dire que, même avec les Raéliens, j'ai eu à animer des émissions de ce genre. Et ça, souvent très sensibles. Ce n'était pas du tout facile. Oui, très sensible. Oui. Et je vous assure que nous avons été assiégés ici à la radio. Voilà, notamment la communauté catholique et ensuite la communauté musulmane. On vous reprochait quoi? Bon, vous savez, Raël a dit que en réalité, Jésus-Christ, lorsqu'il marchait sur les eaux, en fait, il était dans un rayon antigravitique, quelque chose de ce genre. Tenté d'expliquer scientifiquement. Voilà, scientifiquement. Ce qui allait à l'encontre. L'homme, tout à fait. En réalité, il est plutôt évolutionniste au lieu d'être créationniste. Puisqu'il a parlé d'ADN, l'acide désoxyribonucléique, voilà, sur la base duquel l'homme a été fabriqué et que tout vient de là, le gène. Bien. Alors, on est dans le génotype, comme on le dit vulgairement. Et en fait, il a essayé de montrer que les prophètes, dans la Bible comme dans le Coran, c'était des clones. Ils ont été clonés. Et que lui, entre-temps, il a disparu de la surface de la terre et on l'a amené quelque part où il a vu Jésus-Christ, où il a vu Abraham, où il a vu Moïse, etc., Mohamed. Voilà ce qu'il a eu à dire. Mon Dieu. Ça a choqué l'opinion. Carrément. Parce que les autres ont aussi leur doctrine sur la chose. Absolument. Ce qu'ils appellent dogme. On voit souvent que ce débat autour de la religion, ça peut souvent porter atteinte au vivre ensemble. Ouais. Voilà. C'est parfois de l'extrémisme qui peut aller jusqu'à l'extrémisme violent. C'est du fondamentalisme parce que les religions, quoi qu'on dise, se fondent sur le dogme. Le dogme, c'est ce qui existe. Ce qu'on ne peut changer, ça a toujours été comme ça et c'est comme ça. Il faut le prendre comme ça. Je crois que c'est Jésus-Christ qui le disait, que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, on ne peut remettre en cause ces dogmes-là. C'est la raison pour laquelle, naturellement, à l'époque, j'ai osé, quoique étant musulman, mahométan et même pratiquant dans la prière, mais la communauté musulmane est venue ici, est venue voir Paco. Je crois une fois j'ai fait passer une émission et je voulais prendre Laurent Bado en direct pour qu'il donne son point de vue là-dessus. Mais en réalité, ce qu'il a dit, ça n'avait pas plu aux uns aux autres. Vous voyez, dans les années 91, 92, carrément. Donc, ils sont venus dire non, bon voilà. Et comme moi, j'ai fait l'émission et j'ai demandé à Bado d'intervenir, il a donné son point de vue, il a insulté tout le monde. Il fallait que vous donniez la parole aux autres. Tout à fait. Voilà, bon, on n'avait pas cette déontologie à l'époque de prendre d'équilibrer un peu. Équilibré. Non, j'étais jeune étudiant et je venais faire à titre de, je crois, de pigiste ou comment on appelait ça à l'époque. Bon, donc on n'avait pas ce professionnalisme-là. Nous, on était vraiment, voilà, très engagés, quoi, sur des sujets. Docteur Dramane Konaté, en 2012, vous soutenez une thèse de doctorat. Vous êtes sémiologue. C'est ou juste un sémiologue? Un sémiologue, en fait, le terme a été déformé en tant par les Occidentaux, parlant de sémiotique. Un sémiologue, en réalité, c'est quelqu'un qui étudie les signes et les symboles. Par
Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de ces sectes, ou de ces communautés, ou de ces écrits. C'est-à-dire, savoir lire entre les lignes et interpréter les signes qui renvoient à d'autres réalités que l'on ne peut percevoir. À première vue. À première vue. Donc, c'est cela, savoir lire entre les lignes. Donc, c'est le travail du sémiologue. Et d'un de deux, la sémiologie, elle n'est pas que littéraire ou communicationnelle. La sémiologie, elle est aussi médicale. La preuve est qu'il y a la sémiologie médicale qui est en réalité l'étude des signes cliniques. Quand vous êtes malade et vous allez voir par exemple un médecin, il établit un diagnostic. À partir de là, il a fait de la sémiologie. Parce que ce sont des signes qui montrent que vous êtes malade. Vous avez la fièvre, vous avez des boutons par-ci par-là, vous avez ceci, cela, etc., etc. Conséquence, c'est que, voilà. Donc, pour dire que la sémiologie, c'est l'étude des signes, des symboles. Les symboles, que ces symboles soient au niveau de la société de façon générale, ou que ces symboles soient institutionnels, par exemple les armoiries, etc. Ça, c'est le travail du sémiologue qui peut expliquer pourquoi, par exemple, il y a différentes couleurs. Il y a des couleurs arc-en-ciel sur le logo de Radio Burkina. Vous savez que l'arc-en-ciel fait 7 couleurs. Et on retrouve ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et le chiffre 7, par exemple, le sémiologue dit que c'est le symbole non seulement de la justice, mais également des merveilles du monde. Voilà. Quand vous avez quelque chose qui regroupe au moins les 7 dimensions, ça veut dire que vous vous placez dans le cadre de ce qu'on appelle les merveilles du monde. La preuve, ce sont les 7 tours de la Kaaba, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, mais aussi les 7 sacrements. La religion catholique. Voilà. C'est aussi là de disséquer certains mots, parfois qui ne sont pas bien compris par les autres. Oui. On vous a vu départager les Burkinabés sur une polémique. L'Observateur Palga avait titré au lendemain de la victoire de la France, championne du monde, des nègres en or massif. Oui. Et ça avait choqué. Tout à fait. Vous savez, il faut que l'on sache d'où nous venons. Le mot nègre, j'ai tenté de montrer à l'opinion publique nationale que le mot nègre en tant que tel n'est pas péjoratif. D'abord, l'expression a été forgée par les Portugais à l'époque, Niga. Mais aussi, si vous vous rappelez, même les défenseurs, les ardents défenseurs, j'allais dire de la race noire, je n'aime pas le mot race, mais bon, ça c'est une autre question. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Oui. Voilà, c'est la couleur de la peau qui diffère. Et Bob Marley n'avait pas manqué de dire, à travers un discours d'Haïlé Sélassié en 1963 aux Nations Unies, comme quoi tant que la couleur de la peau de l'homme aura plus de signification que la couleur de ses yeux, partout il y aura la guerre, il y aura des injustices, il y aura des inégalités. Donc pour dire que Cheikh Anta Diop lui-même, qui a défendu l'Égypte ancienne comme étant le début de la civilisation que nous connaissons de nos jours, parce que toutes les conditions étaient réunies pour que l'Égypte puisse apporter au monde moderne cette civilisation-là. Mais il a parlé de nation nègre et culture. Nation nègre et culture. Oui. Et bien sûr, parce que les gens se réfèrent beaucoup à Senghor. Alors qu'en réalité, ce n'est même pas Senghor qui a forgé le mot de négritude, mais c'est Aimé Césaire, l'un des plus virulents défenseurs de la négritude, du patrimoine civilisationnel du monde noir, et qui était très engagé, un communiste, et qui voulait en découdre avec les Blancs. C'est lui qui a forgé le mot négritude. Et Senghor n'a pas manqué de dire qu'il faut rendre à Césaire ce qui appartient à Césaire. Donc, quand les gens, parfois, ne s'inspirent pas de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, notamment l'histoire de l'homme noir, même les Américains, les Afro-Américains, les William Dubois, comment ils s'appellent encore, les Malcolm X, ils ont créé le mouvement Négro-Renaissance. Ils se sont appropriés l'expression Négro-Renaissance. Donc, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main aujourd'hui pour dire que non, le mot nègre est péjoratif. Ça veut dire des esclaves, tout simplement. Non. Et ça a évolué, a une évolution, et nous savons que tout cela est parti un peu de l'éthiopianisme avec les Haïlé Sélassié et les Marcus Garvey qui ont prophétisé qu'il fallait aux nègres revenir essentiellement en Afrique, sur leur terre d'origine. C'est pourquoi il a créé le mouvement universel pour la promotion de l'homme noir. Mais aussi parlant de nègres en or massif, ça renvoie aussi aux nègres à Paris. Oui, un nègre à Paris, ou le vieux nègre et la médaille. Vous voyez autant d'expressions comme ça. Mais là, moi j'ai pris ça dans son contexte. D'abord historique, et maintenant dans le contexte footballistique.
en réalité, j'ai estimé, sans vouloir défendre l'observateur par rapport à ce titre-là, j'ai estimé que non, ils ont voulu dire, en fait c'est de la métaphore, que voici des noirs que vous n'aimez pas, mais pourtant qui pèsent de l'or. C'est-à-dire, c'est comme la poule aux œufs d'or. On ne nous aime pas, dans les stades, on siffle. Oui. Vous avez vu racisme, avec Mané, tout récemment, qui mérite bien le ballon d'or, ou bien au moins d'être sur le podium. Non. Mais regardez ce qu'on a réservé. Les Africains même ne l'ont pas voté aussi. Tout à fait. Non, c'est pour dire que nous avons toujours cette négritude-là en nous. La négritude dans le bon sens comme la négritude dans le mauvais sens. La négritude dans le bon sens, c'est quand l'homme noir s'approprie son histoire, affirme son identité et essaie de promouvoir des valeurs endogènes, comme l'a dit Joseph Kizerbo, et qui n'a pas manqué de dire que la négritude a mené un combat qu'il faut replacer dans son contexte. C'était le bon combat et il fallait mener ce combat-là. Quoique les anglophones disaient autre chose, comme quoi là, il faut que le tigre saute voilà, sur sa proie, la dévorer, au lieu de programmer sa tigriture avec Wolf et Inca. Donc pour dire que le mot nègre là, en réalité, ce n'est pas une injure en tant que telle. Mais si on replace ça dans le contexte, c'était une métaphore pour dire, voici des gens que vous n'aimez pas, que vous traitez de singes, mais ils valent leur pesant d'or. C'est de cette façon qu'il fallait. Sémiologue, on pourrait dire aussi que la plupart des conflits sont liés à la mauvaise communication. Aujourd'hui, les réseaux sociaux exacerbent les incompréhensions. Beaucoup de paroles d'autorité sont tournées en dérision à longueur de journée sur ces toiles-là. Et on a l'impression que les crises que nous vivons sont suscitées. Tout à fait. Vous avez parlé d'absence, de manque de communication, de déficit de communication. Moi, c'est ce que j'appelle en matière de sémiologie la communication des consciences. Puisque en dehors de la communication pour faire passer un message, pour faire passer, j'allais dire, une information, il y a cette communication des consciences. Être en phase avec la conscience des autres, être en phase avec la conscience collective. Alors, ceux qui se démarquent de la conscience collective, on les appelle communément des objecteurs de conscience. Vous avez parlé de réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là. Effectivement, les réseaux sociaux fait de chacun, j'allais dire, son propre éditeur, son propre rédacteur en chef. Et il s'assoit, puisqu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de déontologie. On parle comme on veut, on fait comme on veut. En fait, c'est l'évolution du monde. Et c'est ce qui est grave. Bien sûr, nous voyons même des hommes d'État, des hommes politiques, des hommes au pouvoir qui usent des réseaux sociaux. Et si vous prenez Donald Trump, c'est tweet à longueur de journée. Macron lui-même, c'est tweet, etc., etc. Donc, pour dire que nous sommes à l'ère de la mondialisation, donc de la société mondiale de l'information et des savoirs, où tout est ouvert. Et les gens parlent, ils disent ce qu'ils veulent. Mais maintenant, il appartient justement, je suis très content du fait que vous ayez interpellé le sémiologue qu'on est, il appartient de déceler à travers ce que chacun dit les signes. Un malaise qu'on... Oui, véritablement il y a un malaise social qui est là. Parce que les gens ne respectent aucune déontologie, il n'y a plus d'éthique sociale et on fait ce que l'on veut. Et à partir de là, on dit ce que l'on veut, on s'insulte, parfois des dossiers confidentiels sont exposés sur les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas de retenue. Donc, nous sommes entrés dans cette nouvelle ère que l'on appelle une ère mondialisée, mais surtout une ère démocratique, ce qu'on appelle la e-démocratie, donc la démocratie électronique, et avec ces organisations de la société civile qui sont là, qui veillent aux droits de l'homme. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, et si on touche à un seul de vos cheveux, les organisations de la société civile ou les mouvements de défense des droits de l'homme sont là pour vous rappeler un peu, alors que non, on peut dire ce qu'on pense, mais si on avance quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est à vous d'apporter soit la contradiction, soit en tout cas de montrer la véracité des faits. Donc par rapport à cela, moi je crois que ce que par exemple une communication institutionnelle peut faire, c'est-à-dire une communication institutionnelle ou professionnelle venant d'une radio ou de la télé, ou même des hommes d'État ou des communicants officiels, il faut chaque fois dévancer. Il faut de la transparence. Donc, quand il y a quelque chose qui est là, je dis, nous sommes dans un monde ouvert. Ne tentez pas de cacher, de laisser les réseaux sociaux prendre le pas sur ce que vous dites. Bien sûr qu'il y a de l'intox, bien sûr qu'il y a de la désinformation. Mais une fois, tac, que vous voyez, il faut un état de veille. Et par rapport à cela, donner l'information juste, l'information vraie.
Docteur Dramane Konaté, votre nom est lié à la francophonie. Vous étiez secrétaire général de la Commission nationale pour la francophonie. Exact. À l'époque, c'était la question des langues nationales qui était débattue. Le tout français sans nos langues nationales est suicidaire. Des Africains qui réclamaient une émancipation face à la langue du colon et face au CFA. Aujourd'hui, vous voyez que cette lutte continue. Faut-il couper ce lien ombilical? Vous voyez, je vais sur la base de deux citations. La première est de Senghor. Vous savez, il a été fervent défenseur de la langue française. Il était un grammairien et il était à l'Académie française. L'un des tout premiers noirs qui a fait son entrée à l'Académie française. Quoi qu'on dise de lui, il maîtrisait la langue de Molière. Senghor. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un s'exprime bien de quoi, etc., ici en Afrique, on n'a pas tendance à dire la langue de Senghor. On dit non, ben voilà, il maîtrise Senghor, ou il a blessé Senghor. Oui. Alors, Senghor a dit que la langue française est une pépite d'or retrouvée dans la boue de la décolonisation. C'est-à-dire, la colonisation, tous les aspects, ou du moins, a été un mal nécessaire. C'est l'expression aussi de Césaire. Mais la langue française que nous avons eue en héritage nous a permis d'accéder, j'allais dire, au trésor de l'humanité. Et c'est ce que Kizerbo aussi a dit. Kizerbo a dit que ce serait une erreur de rejeter les langues étrangères, et notamment le français ou l'anglais, etc. Le chinois aujourd'hui, si vous voulez. Parce que ce sont des langues qui nous permettent d'accéder au trésor de l'humanité. C'est des passerelles. Tout à fait. Avec mes étudiants, lorsqu'ils disent oui, vous voyez, monsieur, bon, pourquoi on ne va pas forger une langue qui soit africaine? Ou bien pourquoi n'allons-nous pas prendre une langue que nous allons travailler de sorte à... Je leur dis tout simplement une chose. Quelle langue nous allons prendre en Afrique? Déjà, qu'au niveau de l'Union africaine, politiquement, il y a des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, nos micro-nations sont restées dans leur micro-nationalisme de sorte à créer des protectorats pour ce qui concerne leur patrimoine. Voilà, au niveau national. S'affranchir de cela, ce serait difficile. Si l'on veut prendre une langue africaine, forger une langue africaine, allons-nous prendre le Swahili, qui est parlé en Afrique du Sud, et en Afrique centrale, allons-nous prendre le Hausa. Quoi qu'on dise, ce sont les Hausa les plus nombreux en Afrique de l'Ouest ici, au détriment des autres langues. Allons-nous prendre l'arabe? Une partie de l'Afrique se trouve dans l'Union arabe maghrébine, quelque chose comme ça. Quelle langue on va prendre? Supposons que l'on décide de prendre le Hausa parce qu'ils sont les plus nombreux. Vous croyez que ceux qui parlent déjà l'arabe, ils vont accepter? Ceux qui parlent le Swahili de l'autre côté, ils vont accepter. Supposons même qu'ils acceptent. Si nous prenons le Hausa, ça veut dire que nos langues là et nos dialectes à l'intérieur là vont disparaître. Qu'est-ce qui va advenir du Mouré? Qu'est-ce qui va advenir du Fulfulde? C'est la même chose. Donc, et si nous arrivons à transcender toutes ces difficultés, nous prenons une langue, ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille cette langue-là de sorte à pouvoir accéder à ce trésor de l'humanité, c'est-à-dire à ce que cette langue soit universelle. Comment, par exemple, pourrons-nous dire racine carrée en Mouré ou valeur absolue en Mouré? Ce sont des choses. C'est des créations, il faut peut-être laisser ça des créations, des recherches qu'il faut faire et trouver aux linguistes. Les linguistes. Alors, tout simplement pour leur dire qu'il a fallu au moins une cinquantaine d'années. Voilà, c'est-à-dire depuis la colonisation au 19e siècle, en 1884, lorsque à la conférence de Berlin, l'Afrique a été divisée et partagée en choses, jusqu'aux indépendances. Donc, environ une soixantaine d'années à la langue française pour s'implanter au Burkina Faso. Maintenant, si on doit forger une langue qui soit spécifiquement africaine, ce n'est pas impossible. Il faut travailler dès maintenant et peut-être attendre les résultats dans 25, 30 ans. Je n'irai pas jusqu'à 50 ans, dans 25 au moins 30 ans. C'était à la période des indépendances qu'il fallait déjà songer à cela. Parce que, avec la conférence de Bandung en 1955, Kwame Nkrumah y était. Et on a parlé de panafricanisme et surtout de l'introduction des langues nationales dans les programmes d'enseignement. Tout a commencé là-bas. Et ils étaient d'accord. Et on a vu qu'à la création de l'OIA, en 1963, déjà, les divisions ont commencé. Et il y avait justement ces histoires de fédération du Mali à l'époque, de conseil de l'entente, etc., etc. Donc des répliques tactiques qui me font dire que ce micro-nationalisme n'a pas été profitable à l'Afrique. Mais on peut toujours repartir. On peut prendre une langue mère depuis l'Égypte ancienne, la travailler scientifiquement de sorte à ce que ça devienne, et c'est ce que Cheikh Anta Diop a eu à dire. Il dit que les Égyptiens ont transmis leur savoir aux Grecs, qui ont amélioré ces savoirs. Les Grecs ont transmis leur savoir aux Romains, qui ont amélioré ces savoirs. Les Romains ont transmis leur savoir aux Arabes, puisque la médecine, même les chiffres là,
Ce sont les Arabes qui ont créé en chiffres. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont les Arabes qui ont créé, sauf le zéro que les Arabes ont importé de l'Inde. Alors, maintenant, dès le Moyen-Âge, quand, avec l'apogée des grands empires, quand ces savoirs, les Arabes là, ont transmis les savoirs aux Africains, les Africains n'ont pas su faire prospérer. Vous savez qu'en 1235, il y a eu la charte de Kourkan-Foukan. Voilà. Donc, avec les Dozo, dont Sundiata Keïta, la première constitution, il y avait ces grands ensembles. Soni Alibert, l'empire du Ouagadou, l'empire de Sonrai, etc., etc. Il y avait ces grands, le Mandé. Mais malheureusement, scientifiquement, l'héritage. J'ai été imaginé jusqu'à Tombouctou pour voir l'héritage légué par nos ancêtres. J'ai visité la bibliothèque de Tombouctou avant justement que les djihadistes ne... Justement, la même question se pose avec le franc CFA. C'est un héritage colonial, comme on dit. Aujourd'hui, nos États sont frappés par le terrorisme et une partie rejette un peu ce franc CFA, qui rejette un peu la présence aussi de l'armée française, des armées européennes sont critiquées. Qu'est-ce qui peut expliquer un peu cette remontée anti-impérialiste qui revient sur le champ comme ça? Bien, tout à l'heure je vous ai fait un peu l'historique, l'évolution du continent, l'homme noir, son identité, l'évolution sur le plan linguistique, maintenant sur le plan politique, oui, économique et monétaire, il se pose un véritable problème. Il se trouve que nous avons hérité de, j'allais dire, où nous avons acquis des indépendances factices, voilà, assez folkloriques, mais nous n'avons pas su profiter, mettre en place de véritables politiques de développement de nos États et États-nations. Alors que cela ne nous étonne pas, le franc CFA, depuis cette période-là, voilà, puisse toujours servir non pas les intérêts des Africains qui sont dans la zone, mais les intérêts du colonisateur. Il n'y a pas que le franc CFA. Même ailleurs, s'il n'y a pas de franc CFA, mais ils sont en train d'exploiter le sous-sol. Et moi, j'ai fait la République démocratique du Congo 3 ou 4 fois. Mon Dieu, vous arrivez, c'est un pays immensement vaste, immensement riche. Le sous-sol est très riche. Mais malheureusement, si vous voyez les multinationales implantées là-bas, la guerre ne peut pas finir en RDC. Voyez. Donc, c'est la même chose qui se passe en Afrique, ici. Il y a des armées qui sont là, soi-disant pour aider à combattre le terrorisme qui a été à l'origine. N'oublions pas qu'en réalité, le terrorisme a été créé par les Occidentaux eux-mêmes, depuis l'Afghanistan. Savons qui a fait émerger Ben Laden. Ce sont eux. Et le Cerbère qu'ils ont nourri leur a mordu la main. Et maintenant, l'affaire de la Libye, on les avait prévenus. Tant que Kadhafi était là, et c'était le seul, je suppose, malgré ses idées quelque peu loufoques et tout, qui se battait pour une véritable unité africaine. Il voulait la création, il était de passage à Ouaggala, je me rappelle, je ne sais plus c'est quelle année. Il voulait justement de la monnaie africaine, une armée africaine, etc., etc. D'abord, les premiers à l'avoir lâché, ce sont ses frères arabes. Donc il s'est tourné vers les subsahariens, qui en réalité ne voulaient que de son argent. Il avait investi un peu partout là, Hôtel Libya, Libya, etc., etc., un peu partout. Et c'est lui qui finançait l'Union africaine. Nos États ont quoi pour pouvoir financer? Donc, quand on a voulu effectivement en finir, les Occidentaux ont voulu en finir avec Kadhafi, fallait que l'Afrique se mette debout. Mais à cause de ce micro-nationalisme dont je vous ai parlé, en réalité, Kadhafi dérangeait trop les autres. Et d'un de deux, comme les Occidentaux ont même mise en réalité sur l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, le problème s'est posé à ce niveau-là. Voilà. Sinon, ils pouvaient interdire à certains avions de survoler des territoires pour aller bombarder Kadhafi. On va saisir la balle au rebond. L'actualité, c'est le président français, Macron, qui demande aux présidents du pays du G5 Sahel de clarifier leur position. Ils sont convoqués à Pau, c'est en France. Comment vous avez accueilli un peu cette convocation un peu en Europe? Moi, ça ne m'étonne pas, étant donné que on n'a pas voulu au début être tranchant, nos dirigeants. Ils n'ont pas voulu. Vous savez, la diplomatie, c'est vrai, a ses règles. Mais à partir du moment où des voix, même au niveau de l'Occident, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Russie, que ce soit en Turquie, se sont élevées pour parler de cette intervention, notamment française en Afrique, non seulement le CFA, mais aussi au niveau du terrorisme dont on ne voit pas les résultats. Même les Américains ont parlé. Et ils savent ce qui s'est passé en Afghanistan. Ils savent ce qui s'est passé au Vietnam. Ils savent que la France va s'embourber. Donc par rapport à ça, je crois qu'au début, il fallait laisser la langue de bois et qu'à cette table, discuter avec Macron. La France est là. Bien. C'était avant Macron que Barkhane a été... Bon, ok. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de nos politiques intérieures,
à partir de notre vision stratégique. Nous, c'est ce que nous attendons de la France. Faut pas leur laisser le champ libre, c'est eux qui nous dictent notre agenda. Donc aujourd'hui encore, ce sont eux qui dictent l'agenda. Et vous m'avez demandé qu'est-ce que ça me fait, quelle impression ça me donne. Moi, je ne suis pas dans l'attentisme, mais je suis même dans la déception. Étant donné que vous avez lâché le mot, il les a convoqués. Qu'est-ce qui peut sortir de cette réunion? Non, qui puisse faire avancer les choses. Il ne peut pas aller braver Macron chez lui, quoi qu'on dise. Ils vont sur le territoire français. Le peuple français est à l'écoute, est là. Ils ne peuvent pas aller dire le contraire à Macron. Tout ce qu'ils peuvent dire à Macron, c'est que la France, effectivement, puisse revoir sa position. Et que la France, elle-même, puisse davantage, j'allais dire, conforter la conscience. Parce que nos chefs d'État ont sur leur dos, voilà, les consciences africaines. Par rapport à cela, voilà, Macron a à dos la conscience française. Surtout avec la mort des 13 soldats. Chez nous aussi, nos présidents, il y a leur peuple qui sont là. Donc, par rapport à ça, carte sur table avec Macron, on voit qu'il n'y a pas de résultat. De façon concrète, pratiquement depuis 2012, que ça a commencé au Mali. Et ici, on ne peut comprendre parfois que ces terroristes, ces djihadistes viennent frapper, au vu et au su de tout le monde, parfois sur des engins, une cinquantaine d'engins, sinon une centaine d'engins. Un mouvement de ce genre, est-ce que ça peut passer inaperçu? La France et ses drones, la France, son armement, la France et toute sa logistique n'est pas capable de détecter et de prévenir à l'avance par rapport à ceci, cela. C'est ça qui fait que les gens sont en train de parler. Et d'un de deux. Pour ce qui concerne le cas de Burkina Faso, il faut que par rapport au budget consacré, c'est vrai, il y a eu une loi, comment ils ont appelé ça, disant de donner davantage la programmation militaire, davantage les moyens à nos forces armées. Mais il reste effectivement la structuration, l'organisation sur le terrain. Et il ne faudrait pas que l'argent soit mis en avant. Et d'ailleurs, il faut davantage aussi que l'on puisse contrôler là où va cet argent. Parce que parfois, c'est ceux-là qui sont au front, qui viennent dire non. Est-ce qu'on peut savoir qu'eux, ils n'ont qu'une seule arme, ils n'ont que des armes usées, ils n'ont même pas de munitions. Donc, une fois qu'on tire de l'autre côté, ils sont obligés de se chercher. Est-ce des choses compréhensibles? Pendant qu'on a dit non, il faut mettre de l'argent à chose. Et on a le 11 décembre à côté. On va voir notre armée défiler. On va voir les armements qu'on va exposer et tout, etc. Bon, qu'est-ce que ces armements font ici? Alors que de l'autre côté, on est en train de tuer des nôtres et il y a beaucoup de déplacés. Docteur Dramane Konaté, malheureusement on n'est plus par le temps. Vous avez aussi une carrière d'écrivain, plusieurs œuvres à votre actif. Vous avez d'ailleurs écrit sur le terrorisme. Depuis l'édition de Antidestin, vous étiez parti pour autre chose. Au passage au CNT, il a fallu attendre 2018 pour que vous sortiez 2 œuvres à la fois. Ça y est là, et Triade de sang, une maison d'édition aussi que vous avez à votre nom. Comment se porte le monde du livre? Apparemment, les jeunes écrivains ont des problèmes. Tout à fait. Parce que, vous savez, d'abord les maisons d'édition ou les éditeurs sérieux, ça ne court pas leur rue. Et d'un de deux, les intrants coûtent excessivement cher. Pour sortir un livre, vous-même vous êtes un écrivain, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre œuvre, je crois, sur Thomas Sankara. Alors, ce n'est pas du tout facile, la chaîne du livre au Burkina Faso. Mais nous avons le ministère de la Culture, sous le leadership, bien sûr, de Sango, a réussi à faire passer la loi sur le livre. Vous savez, c'est une loi qu'on traînait dans le pipeline. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Qu'est-ce qui va changer? C'est plus de professionnalisme, oui, plus de structuration dans la chaîne du livre. Vous savez que l'amateurisme avait gagné du terrain. C'est la raison pour laquelle ces éditeurs qui sont là, ils sont quelques-uns qui sont véritablement professionnels. Et d'un de deux, la piraterie a gagné du terrain. Et de trois, il se trouve que les œuvres d'auteurs burkinabés sont faiblement enseignées dans les curricula. Les programmes d'enseignement, le taux d'insertion des œuvres d'auteurs burkinabés est très faible. On parlait de 10% tout récemment. On a demandé, mais pourquoi? Pourquoi ne faut-il faire venir des œuvres de l'extérieur? Et bien sûr, on est dans un espace communautaire, c'est l'espace communautaire régional, ensuite c'est l'espace communautaire continental avec l'Afrique. Les œuvres d'auteurs africains, nous les étudions, mais ce faible taux de présence, cette faible présence ne s'explique pas. Donc, pour dire que tant que les Burkinabés vont faire des œuvres de qualité et qu'une commission au niveau de l'inspection générale sera mise en place
pour passer en revue ces œuvres-là, les œuvres susceptibles d'être inscrites au programme scolaire, ça permettra quand même à l'écrivain burkinabé de pouvoir vivre de sa plume. Sinon, c'est difficile. Vous sortez des œuvres, s'il n'y a pas de lecteur, si les gens n'achètent pas, voilà, même si vous les vendez, par exemple, à 3 000 francs, en tout cas à moins de 5 000 francs, les gens vont préférer aller boire leur bière, vont pouvoir dépenser de l'argent dans les futilités que d'aller s'acheter des livres. Donc c'est le monde scolaire en réalité qui consomme, j'allais dire, les œuvres. Donc par rapport à cela, la loi va faire changer beaucoup de choses. Et puis aussi il y a la question de la lecture publique. Il n'y a pas que le livre. Il y a la lecture publique. Le maillage du territoire national en bibliothèque, voilà, en unité documentaire, devrait permettre à cette jeunesse-là d'être moins accro, par exemple, aux tabloïds, aux androïdes, et de se livrer quand même à la lecture. Il faut lire pour se cultiver, il faut lire pour se former, parce qu'il y a des études qui ont montré que la jeunesse qui lit est une jeunesse avant tout qui gagne, et la jeunesse qui lit, c'est une jeunesse qui réussit le mieux à ses examens et concours. Donc il faut les y encourager. Vous êtes dans le livre, est-ce que vous voyez un avenir vraiment pour l'écrivain burkinabé? Oui, il y a un réel avenir. D'abord, avec la foire internationale du livre de Ouagadougou, c'est vrai qu'il existe depuis l'an 2000, mais aussi nous avons de plus en plus des écrivains qui ne sont pas forcément passés par les belles lettres. Voilà. Nous avons des militaires qui écrivent, nous avons des juristes qui écrivent, nous avons des économistes qui écrivent, des journalistes, même si c'est un tronc commun, par exemple lettres modernes et puis communication, journalisme. Alors, c'est pour dire que les gens écrivent de plus en plus. Et ce qui importe, il faut qu'on arrive à écrire nos mémoires, surtout les hommes politiques, voilà, qui parlent beaucoup plus qu'ils n'écrivent, qui sont beaucoup plus dans la rhétorique qu'ils n'écrivent. Quand vous prenez les hommes politiques en Occident ou ailleurs, mais le nombre de livres qu'ils ont écrits, ça vous ne pouvez pas dire. Et chapeau à Laurent Gbado, parce que c'est le seul jusque-là qui arrive à produire des idées, j'allais dire, politiques sous forme de livres, et qui essaie d'éclairer, qui a un projet de société, qui écrit, qui ne fait pas écrire par les autres. Vous voyez, quand Yacouba Issa Zida a écrit, voilà, je sais qui je suis, mais tous les exemplaires, en l'espace d'une semaine, voilà, il a épuisé les exemplaires. Ça veut dire quoi? Ça intéresse les gens. Ce n'est pas que on est forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais on est curieux de savoir ce qu'il développe dedans. Et surtout, c'est un pan de l'histoire de notre société. C'est un pan de l'histoire du Burkina Faso. La période pré-insurrectionnelle, insurrectionnelle et ensuite post-insurrectionnelle. Il s'est prononcé là-dessus. Donc, tous ceux-là, depuis Thomas Sankara, qu'on a tué le 15 octobre 1987, et ainsi de suite, la succession des faits, et des témoins sont là. Bon, avant d'attendre d'être jugé, de passer devant un tribunal pour dire réellement ce qui s'est passé, c'est pourquoi je vous félicite. Les témoignages que vous avez recueillis sur Thomas Sankara, il y a des gens qui ont beaucoup à dire. Comme aussi il y a des objecteurs qui sont là, qui ne sont pas forcément d'accord avec la politique de Thomas Sankara. Par exemple, moi j'ai sous la main un livre que je suis en train de lire, le premier volume, je crois que c'est du député Lona Charles Ouattara, c'était la révolution voltaïque. Il n'a pas parlé de la révolution burkinabé, il a dit la révolution voltaïque. Ensuite, il a sorti encore un opus, voilà, un livre où il est revenu sur un certain nombre de faits, où il montre à souhait que, en fait, souhait selon lui, que la révolution c'était une fausse route pour le Burkina Faso. Mais ce que j'ai retenu de lui, il a reconnu que Thomas Sankara fut un patriote, mais seulement un patriote qui s'est trompé. Docteur Konaté, nous allons vous dire merci d'être passé dans nos studios. J'ajoute que j'ai sorti 2 autres livres. Récemment? Oui, récemment. Djelideni, l'enfant griot, et puis Conte Islam, en fait en hommage à Idrissa Ouedraogo, à Nourtio Klom Sonda, homme de culture, et à Alimata Salambere. Merci de nous avoir suivis. Merci. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo.